diplômé de Harvard et de Columbia, je reçois le critique littéraire, écrivain américain d'expression française, Steven Sampson. Bonjour Steven Sampson. Bonjour. Merci, vous publiez dans quelques jours, c'est jeudi, un des romans de la rentrée, Moi, Philippe Roth, du nom bien évidemment de l'écrivain. Vous avez travaillé pendant 10 ans dans l'édition à New York. Pourquoi ce choix d'écrire en langue française et puis aussi de vivre à Paris, vous m'avez dit, depuis 24 ans? Oui. En fait, je ne pensais pas écrire en français au début, mais j'ai toujours adoré la langue française. J'ai une sorte d'autodétestation de ma propre langue, l'américaine. Et je suis venu en France, j'étais inspiré par cette image de l'écrivain américain à Paris, Hemingway, Henry Miller, et tout ça. Pour moi, l'idée d'être écrivain était associée à l'idée de vivre à Paris. Et au fur et à mesure, je m'ai adapté à la langue française et j'ai fait des études en français. J'ai fait un doctorat sur Philippe Roth. Et après, c'était naturel. Mais en fait, je me sens plus libre en français. Ça me débloque. C'est-à-dire que vous avez choisi la France par la littérature et par sa langue? Plus par la langue et le mode de vie. Pour moi, la France, c'était le pays de la sensibilité, du savoir-vivre, de la glamour des femmes, la femme française, le parfum, la gastronomie. C'était tout un réseau de choses, voilà. Et la langue, oui. Pas trop déçu? J'aime toujours la France, mais elle s'américanise trop. C'est pas assez dépaysant pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire que ça s'américanise comment? Tous les restaurants de hamburgers dans la rue, tous les gens qui parlent anglais, la variété française. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la musique, le cinéma, la façon de s'habiller, même les réseaux sociaux, tout est assez... Les gens qui font du jogging dans la rue, la façon de s'habiller, tout est très américanisé aujourd'hui. Pour moi, c'est un peu triste. Vous avez fait un doctorat à l'Université de Paris, Paris 7, avec une thèse sur Philippe Roth, bien sûr, décédé, on le sait, le 22 mai dernier. Il était considéré par certains comme un des plus grands auteurs américains, un des plus grands écrivains américains. Votre héros, Jesse, est doctorant, lui, à la Sorbonne, et il fait, lui aussi, une thèse sur Philippe Roth. Alors, quelle est la part de Steven Sampson dans Jesse, votre héros? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'une autobiographie? C'est une sorte d'autobiographie fantasmée, si vous voulez. Moi, la Sorbonne fait plus glamour qu'à Paris 7, où j'ai fait mon doctorat. Et puis, il est sorti avec une femme, il sort avec une bourgeoise catholique d'une très bonne famille. C'est un peu l'idéal de la femme française pour moi. Donc, c'est la part rêvée de Steven Sampson. Mais oui, j'ai connu le milieu universitaire pour avoir fait un doctorat. D'accord, donc c'est un petit ami. Ce qui s'appelle Marie, ce n'est pas l'autobiographie, il n'y a pas de Marie qui a traversé votre vie. Non, je n'ai pas une petite amie comme ça. J'ai toujours rêvé d'avoir une Marie. Pour l'instant, ça m'échappe. Votre héros est habité par Philippe Roth, oui, complètement. Il est même contaminé par l'écrivain, jusqu'au plus haut point, obsédé. Hein. Ils ont comme point commun, l'écrivain et votre héros, Roth et Jesse, d'être tous les deux provocateurs. Hein. Dans l'ouvrage, vous faites dire à la mère de Marie, catholique, bourgeoise, vous dites, mais elle dit, Jesse, mais vous êtes, comme mon mari, vous êtes un provocateur. Et ce mot provocateur, bien évidemment, il est associé à toute la vie, aux 50 ans de carrière de Philippe Roth. Est-ce que c'est vraiment un point commun? Ah oui, absolument. Et lui, c'est un grand provocateur, et moi aussi. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais absolument. C'est plus fort que moi, comme pour Jesse, qui n'arrive pas à se contrôler. Pourquoi Roth est comme ça, je ne sais pas. Il y a quelque chose dans la culture juive, ou culture juive ashkénaze en tout cas. Je pense qu'il y a une sorte de quête de justice absolue qui fait que si un propos ne semble pas tout à fait juste, c'est pour ça peut-être que beaucoup de juifs deviennent avocats. Il y a une sorte de quête de vérité et parfois ça amène à des clashs. Et Roth, c'est quoi sa provocation? Ce sont quoi ses provocations? C'est une attitude, ce sont ses écrits? Oui, mais c'est déjà son attitude par rapport à la sexualité. Il parle très franchement dans ses romans. Et par exemple, c'était vraiment le premier à parler ouvertement de la masturbation. C'est pour ça que Portnoy et son complexe, lorsqu'il est sorti en 69-70, c'était un énorme scandale. Et il attendait à ça. Et il était célèbre. À l'époque, il était considéré comme le romancier qui parlait de la masturbation. Donc, et sinon, la politique aussi, il est très provocateur sur les questions politiques. Alors, on reste à votre ouvrage, on va revenir sur Philippe Roth. Jesse, votre héros, il est tellement obsédé par Roth qu'il finit par penser qu'il s'est, Roth, infiltré de nuit dans l'appartement de son ami et qu'il est donc le père, pas lui, hein, mais Roth, de son futur enfant. Cette obsession, finalement, c'est la vôtre. Oui, sauf que moi, j'ai un fils et je ne pense pas que Roth soit le père. Mais sinon, vous êtes sûr? Presque. Mais j'ai pas. Vous avez un doute quand même. Je ne suis pas allé jusqu'à faire un test ADN, mais peut-être un jour.
Mais en tout cas, il ressemble à sa mère et pas à Roth, heureusement. Mais oui, je suis obsédé par Roth comme Jesse, en effet, oui. Jusqu'à penser qu'il puisse s'immiscer dans votre vie et bousculer votre vie au point de vous prendre votre enfant. Mais je pense que lorsqu'on est obsédé par un écrivain, on est complètement envahi par l'écrivain. On voit des choses à travers ses yeux à lui. À un moment dans le roman, Jesse, il voit les deux tours d'une église, il y a des trous dans les tours, il pense à le Ku Klux Klan et il dit sur leurs vêtements, ils disent, mais en fait, je suis comme Roth, je vois l'antisémitisme partout. Et je pense que ça, c'est peut-être pas cette scène exactement, mais oui, souvent je vois les choses à travers les yeux de Roth, donc je suis envahi par lui, même si le corps de ma femme n'a pas été envahi par lui. Roth ne peut se résumer à 50 ans de carrière et à 30 romans, je crois. De Goodbye Columbus en 53 à Nemesis, je crois que c'était le dernier ouvrage en 2010. Après, elle a refusé d'écrire. Il a obtenu toutes les récompenses, à peu près tous les succès, mais il a toujours été au centre de scandales ou de polémiques. Bon, votre héros, il est juif, Jesse, et Roth refusait, lui, d'être étiqueté comme un auteur juif. Pourtant, on l'a qualifié dès le départ, d'ailleurs, et plusieurs fois dans sa carrière, de juif antisémite. Oui. C'est difficile à expliquer cela quand même. Ah non, c'est très facile à expliquer. Mais ensuite, après, il a été adopté par l'establishment juif. Donc aujourd'hui, plus juif que lui, tu meurs. Il était invité au synagogue et tout ça. Mais je pense que la première appréciation, celle des débuts des années 60, était plus juste. Il était finalement antisémite. Pas qu'il n'aimait pas les juifs parce qu'il était entouré par les amis juifs, mais il y avait quelque chose d'assez menaçant pour la doxa, la doctrine juive de base. Par exemple, dans une nouvelle, dans le premier recueil, il y a un garçon qui menace de se jeter du toit d'une synagogue si les fidèles en bas ne veulent pas prêter serment pour Jésus-Christ. Et puis, il dénonce, il lève la linge de famille devant les autres. Donc, il révèle plein de secrets, plein de choses assez moches sur les Juifs. Et ça, c'est insupportable pour sa communauté. Donc, je pense que c'est tout à fait normal qu'il fût le sujet de cette accusation. Alors, vous dites, aujourd'hui, il a été accepté par l'établissement. Oui. Mais vous dites, et ça vous avez eu quelques reproches d'ailleurs, vous dites, mais lui, dans ses œuvres, il a une démarche christique. Oui. Et après, vous avez dit d'ailleurs un peu en retrait en disant, mais c'est juste une allusion dans ma thèse, ce n'est pas le thème de ma thèse. Mais vous maintenez cela quand même ? Ah oui, je pense qu'il y a une symbolique chrétienne dans son œuvre très importante. Lui, il le nie. Il est même assez remonté contre le christianisme. Mais je pense que les romanciers américains, ils sont tellement pénétrés par cette culture chrétienne, voire protestante, que c'est plus fort qu'eux. Ils ne se rendent même pas compte, mais ils sont pénétrés par la symbolique chrétienne. Alors, autre sujet de polémique, c'est là... on pourra en parler pendant quelques heures, c'est le sexe. Alors, Roth dit d'ailleurs à un moment dans un entretien resté célèbre, moi j'adore écrire sur le sexe, bon, les choses sont claires, vous avez dit Portnoy et sans complexe, Roth fait du sexe son thème de prédilection. On dit que ce choix, qui est considéré certains comme étant jusque de la pornographie, est-ce que ça lui a valu de ne jamais recevoir le prix Nobel de littérature? Est-ce que vous croyez à ça? Je pense qu'il y a deux réponses. D'abord, en effet, je pense que le prix Nobel, il donne ça à des auteurs qui ont une vision, soi-disant, une sorte utopique ou très nounours, quoi, très saine, et pas que le sexe soit malsain. Et Roth, il était dans des sujets, soi-disant, plus narcissiques. Mais au-delà de cela, il y a un anti-américanisme au comité Nobel. Le dernier écrivain américain né sur le sol américain, qui est homme, c'est John Steinbeck en 62, donc ça fait plus que 50 ans. Sinon, il y avait des Américains qui ont gagné, mais c'était tous des immigrés, ou il y avait Bob Dylan, mais c'est un chanteur, c'est pas un écrivain, ou il y avait Toni Morrison, mais elle était à la fois noire et femme, mais sinon, un Américain de souche, ou disons de la majorité, ou homme ou blanc, ou même juste homme né aux États-Unis, il n'y avait personne. Donc, parce qu'il y en a d'autres aussi qui auraient mérité ce prix. Donc, c'était à la fois ça et le problème avec le sexe. Bon. D'un autre côté, quand il voit que Bob Dylan a le prix Nobel de littérature, il se dit qu'il n'a peut-être pas manqué grand-chose, finalement. Oh, je pense qu'il voulait ce prix. Hein. Il voulait, oui. Je pense qu'il était. Il aurait dû chanter, alors. Exactement. Le mouvement MeToo a pris son ampleur après
la mort de l'écrivain, en même temps puis après la mort de l'écrivain. Pensez-vous qu'il aurait dû ou qu'il aurait eu à s'expliquer en raison notamment dans son œuvre des portraits de femmes qu'il a fait? Certains féministes ont vu dans ces portraits, parfois cruels d'ailleurs, de la misogynie. Et on lui a fait ce procès, notamment à travers le livre Ma vie d'homme. Est-ce que c'est un procès justifié d'après vous? Oui et non. Je veux dire que je pense que l'auteur, il a le droit de faire des portraits qu'il veut. Et puis, il faut distinguer entre le personnage et l'auteur. Donc, c'est vrai que ces personnages, souvent, ils ont un regard sur la femme, et ils voient les femmes comme des objets sexuels. Mais est-ce que c'est la misogynie de voir une femme comme un objet sexuel? Beaucoup d'hommes le font. Donc, d'ailleurs, si les hommes ne voyaient pas la chair d'une femme, il n'y aurait pas la reproduction humaine jusqu'à là. Donc, c'est vrai qu'il est très porté sur le sexe, mais il le fait bien. C'est son regard, et c'est son regard d'écrivain. Je pense que c'est un procès méchant et injuste qui a un fond de vérité. Voilà. C'est assez intéressant parce qu'il s'est beaucoup intéressé à la vie publique, à la politique. Il n'a jamais été un adversaire du politiquement correct aux États-Unis. Il a laissé ce politiquement correct s'installer et il en a été quand même tout au long de sa vie artistique, si j'ose dire. Il en a été soumis à ce politiquement correct. Et pourtant, il a accepté cela. Oui, c'est vrai, c'est un paradoxe, mais c'est un peu ambigu. Mais je pense que les hommes aux États-Unis, ils ont un peu peur et donc ils vont pas jusqu'au bout de leurs propres convictions parfois. Moi, j'étais à New York il y a 2 semaines et j'ai appris que Roth, il prenait parti de Mia Farrow dans cette histoire avec Me Too et qu'il était complètement d'accord avec le fils de Mia Farrow, Ronan Farrow, qui faisait un procès contre Woody Allen. Et notre ami commun disait, mais c'est n'importe quoi, moi je suis de côté Woody Allen et Roth, il était de côté Mia Farrow. On aurait attendu le contraire par rapport à ses écrits, mais non. Donc je pense que beaucoup de gens sont assez ambigus. Est-ce que cette obsession de Roth vous amène à ne pas voir que derrière l'écrivain, l'homme était moins intéressant? C'est souvent le cas. Je veux dire, on a gardé des œuvres remarquables d'auteurs qui, eh bien, dans leur vie privée ou dans leur vie de tous les jours, ont été moins estimables, moins remarquables. Mais je suis sûr, mais je pense que c'est mon cas. J'espère que je suis moins intéressant que mon roman. On parle de politique. Roth avait étrillé, avant juste sa mort, quelques semaines avant, je crois, dans le New York Times, peut-être, Donald Trump. Je le cite, je cite Roth. Trump est totalement bidon, la somme néfaste de ses incompétences, dépourvu de tout, sauf de l'idéologie creuse d'un mégalomane. Bidon, incompétent, mais qui réussit économiquement. Bidon, incompétent, mais honnêtement, pas plus qu'un Obama absolument transparent et cumulant les erreurs de politique nationale et internationale. Est-ce que Roth était finalement trop partisan? Et est-ce qu'il aurait dès lors pu se tromper? Encore 2-3 choses. Roth, il est perçu comme quelqu'un de gauche, alors qu'à mon avis, ses écrits et son attitude générale, c'était quelque chose de conservateur. Donc pour moi, c'est assez drôle de le voir présenté comme un militant de gauche. Il n'était pas du tout. Maintenant, pour ce qui est de son attitude anti-Trump, comme disait l'ami Trump, je pense que le fait que c'est ça lui qui soit le président, c'est obscène. Il ne devrait pas être président par son discours, par sa façon d'être. Cela dit, il fait peut-être un meilleur boulot que l'aurait fait Hillary Clinton ou que l'a fait Obama. C'est ça le paradoxe. Et les chiffres sont là. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est troublant. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui est vraiment obscène pour qu'il y ait un bon boulot. Mais est-ce que ce n'est pas tout simplement un mépris de classe? Voilà, je suis écrivain, vous êtes écrivain, je suis américain, je suis écrivain américain. Et là, ce président des États-Unis, il a, comme le dit Roth, 77 mots pour s'exprimer, alors que moi j'en ai des milliers. Et est-ce qu'il n'y a pas ce mépris-là? Je suis un mépris de classe, finalement. Mais je suis d'accord. Il y a des gens qui disent que Trump, c'est le milliardaire de l'industrie lourde, alors que le Silicon Valley soutient les démocrates. Je veux bien. Je trouve qu'il y a beaucoup de snobisme sur la côte Est, c'est sûr. Hein, mais moi, je pense que ça serait peut-être plus amusant de dîner avec Trump qu'avec Hillary. Je ne sais pas, mais je ne sais pas quand même. Mais disons, Trump, il est peut-être plus authentique. Il y a quelque chose de faux et d'hypocrite avec cette élite new-yorkaise. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens, ils ont voté à droite, alors que leur intérêt économique était peut-être à gauche, je ne sais pas. Depuis 24 ans, vous êtes en France. Est-ce que vous vous intéressez à la vie politique française? Est-ce que vous votez en France? Je ne vote pas en France, mais je m'intéresse beaucoup à la vie politique française.
Vous en pensez quoi par rapport à la politique américaine, non pas sur les Mais choix déjà, politiques, l'échiquier français, c'est plus à gauche que l'échiquier américain. Donc, comme j'explique à mes amis, moi, j'aurais voté Sarko, par exemple, quand il était candidat, et des amis se moquaient de moi. Je dis, mais Sarko, c'est Obama, c'est la même politique. C'est-à-dire, votre gauche n'existe pas aux États-Unis et notre droite n'existe pas en France. Maintenant, pour ce qui est le clivage, le véritable clivage aujourd'hui, pour moi, c'est oui ou non, c'est l'Europe ou c'est l'ouverture, la fermeture. Et donc, c'est pour ça que Macron, il a percé, parce qu'il avait l'intelligence de voir que les anciens clivages ne tenaient plus. Moi, je suis pour que la France reste française. Donc, je suis assez triste parce qu'il n'y a pas vraiment de candidat aujourd'hui qui incarne ce que moi, j'aimais bien Fillon et je trouve qu'il a été piégé par ces scandales. Je trouve que c'était scandaleux, la connivence entre les médias et le processus politique. Mais moi, je suis assez désespéré. Je ne vois pas un candidat. Moi, j'aurais pu, si Natacha Polony était candidate, je me reconnaîtrais en elle. Très bien. Roth est considéré, je reviens à lui, et je l'ai dit, je reviens d'ailleurs même au début de l'émission, comme un des plus grands auteurs américains. Certains disent le plus grand auteur américain. Et dès lors, quand on dit le plus grand, ça veut dire plus grand que Hemingway, plus grand que Faulkner, plus grand que Fitzgerald. Est-ce que vous vous sentez capable de dire, tout obsédé que vous êtes par Roth, qu'il est le plus grand écrivain américain, donc supérieur à Hemingway, Faulkner, Fitzgerald Hemingway, mais c'est une question difficile parce que Hemingway, il a inventé un langage. Et une fois qu'il a inventé ce langage, personne d'autre pourrait faire pareil. Donc, je pense que Hemingway il reste plus grand que Roth et Faulkner aussi. Après, pour ce qui est des écrivains contemporains, si on peut considérer Roth toujours comme contemporain parce qu'il vient de mourir, je pense qu'il y a Delillo aussi. Je mettrais Roth et Delillo dans cette catégorie. Bon, moi, Philippe Roth, c'est la démonstration que l'écrivain a envahi votre propre vie. Est-ce que cela, et ce livre, finalement, met un terme à cette obsession, parce qu'elle s'éteint avec la mort de Philippe Roth? Est-ce que ce livre, c'est ce que me disait votre éditeur Pierre-Guillaume Deroux, est-ce que ce n'est pas le moyen d'expulser enfin Philippe Roth de votre vie? C'est très bien vu, mais je pense que c'est comme le bébé de Marie, c'est très difficile d'expulser. Donc, on va voir si j'arrive ou pas. Donc, ça ne sera pas le cas. Mais vous avez cette volonté, au moins? Oui, un peu, parce que chaque écrivain, il y avait le critique littéraire Harold Bloom qui a écrit ce essai brillant, L'angoisse de l'influence, Anxiety of Influence, où il disait que chaque écrivain, il est accablé par le poids de ses modèles, de ses héros. C'est sûrement le cas pour moi et Roth, mais... Et ben voilà, l'avocat de Roth. Moi, Philippe Roth, c'est un des romans importants de la rentrée littéraire. Merci d'être venu sur TV Liberté. Merci beaucoup. Merci à vous.